Je suis ravi de te retrouver, Rodolphe, pour ce troisième épisode de notre top 100 des meilleurs joueurs de l'histoire de l'ATP. Petite innovation aujourd'hui, Rod, alors qu'on va désigner les places 80 à 71. Petit jeu pour faire gagner des abonnements à ceux qui nous regardent, des abonnements à Tennis Break News. Dès qu'on va entendre ce petit son, ça voudra dire qu'un petit jeu nous attendra, toi et moi. On en dira plus au moment où ce petit son retentira. Mystère, mystère. En tout cas, j'espère qu'on sera bon pour faire gagner des abonnements à ceux qui nous regardent. Salut Greg, je te dis quand même bonjour parce que toi tu parles, mais tu me laisses pas parler. Je peux même pas dire bonjour à tout le monde, à toi. Voilà. Non, j'allais te donner la main et te permettre de dire bonjour pour rappeler ton classement, tout simplement, mon cher Rodolphe, faire honneur, alors qu'on va voir à l'écran, donc pour l'instant, les 20 noms que tu as cités, de la 81e à la 100e place. Voilà, des beaux noms, mais je pressens que le meilleur est à venir. Nous en avons quelques-uns en commun, dont deux qu'on avait eu à la même place lors du premier épisode. On verra si aujourd'hui certains noms vont se croiser, vont apparaître. En tout cas, c'est l'objectif du jour. 10 nouveaux noms. Et on va attaquer tout de suite, Rod. Je vais garder la main puisque c'est un nom que tu as cité la dernière fois. C'est Brian Gottfried, que tu avais mis un peu plus haut. Je l'ai mis, moi, à la 80e place. On va le rappeler, 25 titres en carrière. Troisième mondial à son meilleur classement. Pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs du monde dans la fin des années 70, avec une finale à Roland en 77 contre Vilas. Et il avait battu Nastase lors de cette édition. Il fait également une demi-finale à Wimbledon en 1980 contre Borg. Numéro 2 mondial en double avec 3 grands chelems remportés. Bon, voilà, c'est un petit bonus qui fait que j'ai peut-être mis devant toi 2 titres à Bercy, mais surtout une statistique incroyable. Il a été pendant très longtemps le joueur avec le plus de victoires sur le circuit ATP sans avoir été titré en grand chelem, puisqu'il a 681 victoires sur le circuit, mais pas de titre en grand chelem. Il a été battu par David Ferrer. Voilà, c'est autant de victoires sans gagner de grand chelem, c'est très rare. Et ben, en tout cas, Brian Gottfried a réussi cet exploit, si on peut dire. Voilà, c'est un joueur forcément pas vraiment de ma génération, mais C'est un joueur qui a fait partie de cette génération en or de l'époque, qui avait beaucoup de joueurs différents. On avait Borg, Vilas, Connors, McEnroe, Nastase. Gerulaitis, Nastase, Brian Gottfried. Voilà, il y avait vraiment des joueurs qui étaient complètement différents, qui étaient une dizaine, quinzaine. Lendl arrivait, Noah aussi. Donc Parle-nous un ça a peu de été ce vraiment. joueur, de ses qualités, de son style de jeu. Non, mais c'était un très très beau joueur. C'est vrai qu'à l'époque, Borg et Borg Villas sont arrivés, mais c'était des joueurs avec quand même, il y avait des belles techniques, des techniques très propres, on va dire, pour l'époque. Il faut rappeler qu'on jouait avec des raquettes en bois pour pratiquement la majorité des joueurs. Donc, c'était des raquettes souvent qui étaient assez lourdes. D'ailleurs, beaucoup de joueurs jouaient avec des raquettes qui faisaient 400 grammes. Pour ceux qui vraiment s'intéressent à ça aujourd'hui, il y a vraiment même des joueurs de très haut niveau qui jouent avec des raquettes qui font 100 grammes de moins. C'est énorme. 80, 100 grammes de moins, la différence est quand même énorme. Donc, ouais, c'était une très, très belle période. Enfin, moi, c'est la période où j'ai commencé à regarder le tennis à la télévision. Alors, il y avait quelques joueurs qui pouvaient être un peu plus ennuyeux à regarder, mais pour la plupart, on avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de styles différents. Et ça, c'était vraiment agréable. Est-ce que ton 80e était ennuyeux à regarder, Rod? Je te Ah laisse non, la je main. crois pas. Je crois pas parce que c'était un joueur très complet, qui est d'une génération un peu plus ancienne et qui est hollandais et qui s'appelle Tom Hocker, qui est le meilleur hollandais en termes de classement puisqu'il a été jusqu'à la troisième place mondiale. Il a fait une finale de Grand Chelem à l'US Open, mais il a aussi également été en demi des trois autres. Donc c'était vraiment un joueur complet qui a également gagné deux Grands Chelems en double. Euh, alors après, il a fait quand même la majeure partie dans l'Air Open, quelques tournois avant aussi. On pourrait considérer également qu'il a gagné à peu près 4 Masters 1000.
Voilà, D'accord. même si c'était pas la Ils n'avaient pas dénomination cette dénomination à était pas l'époque. Ouais. celle-là, mais il gagnait des tournois. Il a gagné Rome, il a gagné Hambourg, voilà, qu'on pourrait assimiler peut-être dans le tennis moderne à des Masters 1000 d'aujourd'hui. Donc voilà, ça me paraissait normal qu'il soit une bonne place parce que c'est un palmarès complet avec beaucoup quand même de bons résultats, 22 titres, hein, plus 23 finales. Donc ça a été vraiment une période. La période de Tom Hawker, elle a quand même, ça a été un joueur qui a été vraiment fait partie des tout meilleurs joueurs du monde. Donc, je trouve qu'il est bien à cette place-là. Et moi, je l'ai mis à la 79e place, Tom Hawker. D'accord. Voilà, on Ah, on n'était n'était pas, pas loin. on n'était pas loin, on n'était pas loin. Mais bon, voilà, j'ai rien de particulier à dire. Bon, effectivement, c'est pas un joueur que j'ai vu jouer, donc j'ai pas forcément une sensibilité particulière pour ce joueur. Je l'ai jugé uniquement sur les faits, sur son palmarès. Donc, ouais, mais malgré Voilà. tout, c'était un joueur, voilà, quand on fait en gros 45 finales de tournoi, bon, c'est quand même qu'on fait partie des meilleurs joueurs du monde. En général, il n'y a pas non plus il n'y a pas de mystère. On ne l'a pas énormément vu en Coupe Davis, mais la Coupe Davis, c'est toujours un critère, on l'a dit, il faut être plusieurs pour être en Coupe Davis. Donc, il y a des nations on le verra plus tard, on l'a déjà vu, des nations de Coupe Davis, hein, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, tout ça. Bon, des pays comme la Hollande, c'était déjà plus compliqué pour essayer d'aller soulever le saladier d'argent. Tout à fait. Et j'ai juste une dernière chose à rajouter sur Tom Hawker, numéro 1 mondial en double avec 69 titres. Donc bon, ça commence à peser dans la besace, que ce soit en simple Exactement. ou en double, voilà. Exactement. Et donc il est dans notre classement, dans le top 80. Du coup, bah, je vais te redonner la main pour Oui, je crois que on va pas ton rester longtemps parce que c'est un joueur dont on a parlé déjà sur l'émission précédente. C'est Magnus Norman que j'ai mis en 79e position. Donc, bon, il a été numéro 2, finaliste à Roland-Garros. Beaucoup de blessures, une carrière quand même relativement courte. Au haut niveau, cette opération à la hanche a quand même scellé pratiquement hein, le sort de sa carrière. Et puis on l'a vu aussi, on l'a dit déjà, comme coach, notamment avec Soderling et Stan Wawrinka. Voilà, donc je l'avais mis un tout petit peu mieux que toi, à la 79e position. Oui, moi, Magnus Norman, je l'avais mis 83, donc on n'est pas si loin au niveau du classement. Du coup, bah, je vais prendre la main, Rod, pour mon 78e. C'est un joueur qui a remporté un Grand Chelem, donc il fait partie des joueurs titrés en Grand Chelem que j'ai mis assez haut. J'avais mis Teacher et j'avais mis Crick lors du dernier épisode, ça t'avait un peu ça t'avait scandalisé. Je persiste et je signe. D'accord. Et je Allez, vas-y. remets un nouveau Allez, vainqueur vas-y. de Grand Chelem et je vais me justifier. J'ai nommé Gaston Gaudio à la donc 78e place. Alors pourquoi si haut? Parce que finalement, l'Argentin, malgré son titre en 2004, certes, il bat Nalbandian, il bat U8, donc il n'y a pas de problème, son titre, il ne l'a pas galvaudé dans une finale d'anthologie face à Coria. C'est juste qu'en fait, bah, il a aucun quart de finale en Grand Chelem, hormis cette édition de Roland Garros en 2004. Il n'a pas non plus énormément brillé dans les Masters 1000 avec seulement une demi-finale à Monte-Carlo, deux demi-finales pardon à Monte-Carlo et une à Hambourg. Donc voilà, c'est pas alors il a remporté Roland Garros, mais j'ai eu du mal à le mettre beaucoup plus haut, voilà, parce que parmi les joueurs que je vais citer après, bah, j'avais plus de sensibilité pour lui au-delà du palmarès, à part son titre. Voilà, c'est mon argument principal. Alors il a été 5e mondial, notamment grâce à ce titre à Roland Garros, mais seulement 8 titres. C'était un joueur mono-surface, bon, voilà, et qui n'a pas vraiment brillé en Grand Chelem à part cette édition. Et en plus, quand on voit le scénario de cette finale, où il est mené 2-7-0, on va en reparler très bientôt avec un Coria que toi tu avais placé un peu plus haut la semaine dernière, qui aurait dû gagner cette finale et qui ne l'a pas gagné. Bon voilà, je me dis qu'en plus le scénario lui était favorable et c'est son seul grand titre. Bon voilà, donc c'est ma justification. Je ne sais pas toi si tu l'as mis beaucoup plus loin dans ton classement. Oui, parce qu'on n'a pas le même critère d'importance par rapport à la victoire du Grand Chelem. Voilà, c'est tout simplement. Donc, tu es dans ta logique, je le conçois. Il aura eu pour moi aussi une particularité, Gaudio, c'est qu'il a joué les Masters et qu'il a pris 2 bulles par Federer. C'est vrai, 6-0, 6-0, exact. Ce qui est quand même, je ne sais pas si c'est déjà arrivé sur un autre match dans les Masters. Eh ben on va regarder et on donnera Mais la il me réponse semble, à la non, prochaine je sais que émission. il me semble que Murray avait pris 6-0, 6-1 par Federer. Il me 6-0, semble aussi, 6-1, c'est pas une double bulle. Donc on va regarder, on va enquêter.
On va enquêter, on va enquêter. Donc, c'était mon 78e. Je te laisse la main pour ton 78e. Moi, le mien, c'est un joueur dont tu as parlé encore une fois la semaine passée, c'est Harold Solomon, Moonball, celui qu'on surnommait Moonball, voilà, qui a été pour l'époque, c'était vraiment un tout petit gabarit, 1,68 m. voilà, qui a eu quand même pas mal de résultats avec 3 Coupes Davis, où il a été vraiment acteur, hein, dans ces Coupes Davis aussi, avec les États-Unis. Donc voilà, on est quelques places plus hautes que ce que tu pouvais avoir mis, mais enfin, on reste Je quand l'avais même mis dans. 81, donc ça va. Voilà, donc On n'est pas très on est dans loin. les clous. Voilà, on est dans les clous. On est dans les clous pour le papa de Diego Schwartzmann. Je blague, évidemment. Mais... Voilà. Eh ben, écoute, je vais garder la main pour le 77 parce que là encore, on va passer relativement vite puisque c'est un joueur que tu avais nommé là encore, c'est le Sud-Africain Kevin Curran. D'accord, très bien. Que moi, Voilà. j'avais mis 89. Voilà. Donc, Donc, un petit écart. Alors, pourquoi si haut, du coup? si haut, non, mais Curran, c'est 2 finales de Grand Chelem tout de même. Voilà, c'est un joueur, voilà, qui a été solidement installé dans les 10 premiers, qui a mené la vie dure à bon nombre de champions, et notamment sur les surfaces rapides qu'il y avait à l'époque, puisque c'est vrai qu'on retrouvait dans ces années-là, dans les débuts des années 80, beaucoup plus de surfaces rapides qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était un joueur qui avait un service redoutable et qui a excellé sur les surfaces dites rapides de l'époque. Donc, c'était ton... 77. Je vais garder la main donc, pour mon 77, qui est Guillermo Coria. Donc, je le mets juste devant Gaudio. Toi, tu l'avais déjà cité la semaine dernière. Alors, pourquoi juste devant? Parce que, bon, au-delà de cette finale qu'il aurait pu gagner, qu'il n'a pas gagné, il a quand même eu un palmarès pour moi bien supérieur à Gaudio. 3e mondial, 9 titres et 11 finales. Donc, c'est quand même beaucoup plus que Mais Gaudio. sans grand chelem. Voilà, sans Alors, grand chelem. pas de grand chelem, il fait une finale. Il a quand même 3 titres consécutifs en 2003 sur terre battue, à Stuttgart, Kitzbühel et Sopot. Il n'y a que Nadal qui a réussi cette performance d'enchaîner sur 3 semaines consécutives 3 titres sur terre battue, donc c'est quand même pas mal. Il a remporté Hambourg en 2003. Il a aussi remporté Monte-Carlo en 2004 en battant Ryan Schuttler, qu'on a déjà cité, mais aussi Nalbandian. Il fait donc cette finale où il servait pour le match. Et ça, pour moi, bon, ça a compté aussi dans le scénario de cette finale, a aussi compté pour moi, en battant notamment avant ça Tim Henman et Carlos Moya, deux très grands joueurs de l'époque. Euh, moi, c'était surtout son style de jeu en fait qui m'a beaucoup plus. J'ai beaucoup plus de sensibilité pour Coria avec cette capacité de faire des amortis, avec ce revers long de ligne qui avait fait si mal à Agassi, il me semble. J'ai plus exactement le match en tête, mais j'ai un souvenir de ce revers long de ligne qui l'enchaînait point après point. C'était vraiment très beau. Il avait aussi cette Parce que capacité. Gaudio, il avait pas un beau jeu, il n'avait pas un beau revers. Gaudio, il avait un très beau Il n'était pas revers. capable de faire des amortis, il n'avait pas une bonne main. Il faut... Alors, Peut- replonge-toi un petit peu dans les vidéos de Gaudio, hein, parce que ouais, mais il avait certes des défauts, mais bon, non, la mais si je qualité de dois son jeu était choisir, quand même pas mal. je dis pas que Gaudio n'était pas bon, Gaudio était très bon, mais il y a une place qui les sépare. Donc voilà, si j'ai eu une toute petite sensibilité, un peu plus pour Coria. D'ailleurs, j'aurais mis Coria beaucoup plus haut et je vais en venir après pourquoi je l'ai finalement un peu rétrogradé. Moi, c'était surtout sa capacité à servir, malgré sa taille plutôt moyenne, 1,75 m, il était capable de servir à 200 km/h, donc c'est quand même plutôt pas mal. Euh, il refait une Et demi-finale. servir aussi à un moment, il servait aussi 40 doubles fautes par match. Ça, tu as oublié de le dire. Hein. Il fait une demi-finale à Roland-Garros en 2003 en battant Agassi, qui était, si je ne me trompe pas, à ce moment-là, numéro 1 ou numéro 2 mondial. Donc voilà. Et en plus de ces 2 titres en Masters 1000, il fait 4 finales de Masters 1000. Donc ça commence à faire beaucoup pour moi dans la balance. Maintenant, pourquoi je l'ai mis juste devant Gaudio et pas bien plus haut? Parce que ces 2 affaires de dopage, on en avait parlé vite fait lors du dernier épisode, qui ternissent pour moi aussi un petit peu sa carrière. 2 suspensions en 2000 et en 2005. Donc voilà, il fait partie de cette génération de Sud-Américains bon, qui a un peu mouillé dans le dopage et forcément, je suis obligé de le prendre en compte aussi dans mon analyse. Je ne pouvais pas le mettre beaucoup plus haut, même si c'était un joueur qui, sur le court, me faisait vibrer. Guillermo Coria.
Voilà. Oh, ok, ok. C'est vrai qu'il y a eu c'est la période où il y a beaucoup d'Argentins qui ont été suspendus pour dopage. Il n'est pas le seul, hein, d'ailleurs. Non. Et heureusement, ça s'est calmé depuis. D'ailleurs, je fais un petit teasing. Bon, allez, c'est On publie ou on va publier, je ne sais pas à quel moment, mais ça va être sur cette fin d'année, une très longue enquête de 7 épisodes qui aurait pu faire l'objet d'un livre sur un joueur sud-américain. Je vous en dis pas plus, mais j'espère que cette longue enquête signée Stephen Griffo va, va vous plaire et vous plongera dans cet univers du tennis masculin du début des années 2000. Euh, on enchaîne, mon Rod, ça avance, ça avance. On est à la 76e position, si je ne me trompe pas. Kevin Anderson. Pour ses deux finales, sa place de numéro 5. Je pense il a aussi eu ses blessures qui l'ont stoppé alors il était vraiment au top de sa forme et qu'il aurait probablement pu faire mieux. C'est un joueur, certes, qui est plus à l'aise sur rapide, mais qui se débrouille tout à fait bien, même sur terre battue. Euh, qui est un joueur qui est complet, qui a fait ses études aux États-Unis, qui sort de l'université, voilà, et qui est un joueur que je trouve assez complet, qui fait partie de cette génération moderne de joueurs qui font 2 mètres, mais qui sont vraiment capables de se déplacer tout à fait correctement. Et je trouvais que voilà, J'avais été un peu sévère en le 76e, mettant c'était la place. 88, c'est ça? Ouais, parce que s'il n'y avait pas eu toutes ces blessures aussi, quand tu es stoppé en pleine ascension, avec les deux finales qui étaient quand même pas loin l'une de l'autre, voilà, il a vraiment été pendant un moment parmi les tout meilleurs. C'est aussi, c'est vrai, il n'a pas réussi non plus à s'exprimer tellement dans les Masters 1000. Mais après, quand il y a des blessures, bah, c'est sûr que c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, on voit tout le mal qu'il a à revenir, Kevin Anderson. Très bien. Moi, mon 76e, je vais encore faire polémique, Rod, je suis désolé, je vais te hérisser les poils. C'est encore un joueur titré en Grand Chelem. Euh, c'est Ouais. c'est Thomas Johansson. Il a remporté Melbourne en 2002 en battant Safin en finale. Mais hormis cette finale, il avait affronté aucun joueur du top 20. 7e mondial à son meilleur classement. Alors, je le mets si haut parce qu'en fait, ce joueur j'ai jamais été. Voilà, pour le coup, c'est vraiment une pure sensibilité. J'ai jamais été très emballé par ce joueur. Voilà, je dois le reconnaître, peut-être par erreur. Il y a un petit vainqueur de Masters 1000 quand même, si Il mes a gagné souvenirs sont Montréal, tout à fait. du Il a côté gagné du Canada quand même. Tu l'avais oublié exactement. Non, ça. non, je ne l'avais pas oublié, c'est noté, j'allais le dire. Il a gagné Montréal en Ah, 99. Il fait aussi une demi-finale à Wimbledon en 2005. Euh, et voilà, alors il a eu aussi, je crois, une médaille au JO de Pékin, si je ne m'abuse. Il était en finale face à la paire suisse, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est lui qui était face à Federer et Stan en finale du double à Pékin. Voilà, alors je reconnais tout à fait ma subjectivité sur ce coup. Voilà, j'ai jamais été fan du joueur et j'ai pas non plus été fan de l'homme, voilà, de l'entraîneur. Alors, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a entraîné David Goffin, il me semble. Et avant oui, d'entraîner jusqu'à Goffin, là, récemment. voilà, avant d'entraîner Goffin, il était avec Krajinovic. J'ai pas aimé la façon dont il s'était séparé de Krajinovic en disant qu'en gros, bah, il n'arriverait jamais à rien et qu'il perdait son temps avec lui. Bon, voilà, j'aime pas, voilà, je suis pas très très fan. Donc, j'assume ma subjectivité. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans le classement. Évidemment, titré en Grand Chelem en battant Safin en finale, il lui fallait une place. Mais voilà, j'ai essayé de le mettre assez loin. Je voulais pas le faire rentrer dans mon top 75. Voilà, je le laisse à la porte. D'accord. Bah, et on a des coups de cœur dans les deux sens, hein. Tout à Voilà. fait. Toi, tu as pris Johansson. Voilà. C'est le carton jaune. C'est Johansson. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est à ton tour, Rod, pour ton 75e. Alors c'est le moment de jouer. J'explique tout simplement les règles. Rod, je vais devoir deviner ton joueur. Je ne sais pas si tu connais le jeu Et évidemment, quand j'étais joueur, ça passait et je regardais ça tous les midis qui entre a eu deux un entraînements. énorme succès des années Ben 90. alors, Marie-Ange Nardi, évidemment. Voilà, Patrice Laffont, Ben, etc. bien sûr. Donc l'objectif, c'est de me faire deviner ton joueur en maximum 3 mots. D'accord. Si je devine dès le premier mot, on va faire gagner 3 abonnements
à ceux qui nous regardent. Si je découvre en 2 mots, 2 abonnements. Et si je découvre en 3 mots, un abonnement. Donc, à moi de me bouger pour trouver. Et si je ne découvre pas, bah, pas d'abonnement. Voilà. En tout cas, on offrira un abonnement bonus si vraiment je ne suis pas bon. Seule contrainte, évidemment, pas d'indice sur la nationalité. Parce que Ok. parfois, ça peut être trop facile selon la nationalité du joueur. Je suis concentré, je t'écoute. Je rappelle évidemment que ni moi ni Ron ne connaissons notre classement. C'était le principe de base de notre émission. On voulait vraiment garder de la spontanéité et ne pas s'influencer l'un envers l'autre. Ça marche pour le centième, ça marchera aussi pour le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 de ce top 100. Je t'écoute. Alors, mon premier mot, ça va être Roland Garros. D'accord. Ça ne va pas t'aider beaucoup, mais c'est pour mettre le contexte. Soderling. Non, c'est pas Soderling. Ok, donc on enchaîne. Deuxième mot. non, non, ça aurait pu, mais Non, c'est mais pas on Soderling. met pas, on met pas, on met pas. Le deuxième mot, ce sera finaliste. Quiz, il a fait une finale à Roland Garros? Non, 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 pas du tout. Soderling, t'étais pas si mal, hein. Et le troisième indice? Agassi. Andrei Medvedev. Exactement. Eh ben, j'allais Voilà. le dire en 2, et il se trouve que tu m'as un peu perdu parce que j'aurais pu le dire en 2 à la place d'Enquist, mais comme tu vois, tu as hoché la tête sur Soderling, je me suis dit, attends, si c'est pas Soderling, c'est que je suis pas loin. C'est bien, je suis content de faire gagner un mois d'abonnement à l'un de nos followers, à l'un de nos lecteurs. Le vainqueur sera donné donc dans la prochaine émission. Parle-nous du coup de Monsieur Medvedev, qui n'a rien à voir avec Daniil, hein, pas le lien de parenté, on le Et précise. rien à voir, puisqu'il il est ukrainien déjà. Bon, alors c'est pas bien loin non plus, mais Daniil est russe, hein, et lui, il n'a pas joué à la même époque, c'était les années 90, donc ma génération, c'est un joueur que j'ai joué plusieurs fois. Tu as joué contre Daniil Medvedev, contre Andrei Medvedev, c'est la classe quand même. Non, contre Andrei, ouais. Et je peux te dire même que la première fois où je l'ai joué, il était 200e mondial. Et on m'a dit, oh, c'était à Munich au deuxième tour. On m'a dit, oh, tu joues un mec, c'est bon, Andrei Medvedev, et 200e, tu vas te régaler, quoi. Et j'ai pris une tôle monumentale et j'ai dit, mais attends, ce gars, ouais, lui, il va vite monter. Il joue pas trop mal. Et donc, si tu regardes, Munich, c'était au mois d'avril, début mai. Donc, il était 200e. Au mois de fin septembre, il était dans les 20 premiers. D'accord. Donc, si tu veux, il avait fait une progression assez importante. Et l'été, il avait dû gagner Stuttgart, quelques tournois. Voilà. Enfin, il était vraiment monté très rapidement. C'est un joueur qui a fait une finale à Roland contre Agassi. Il fait partie de ces joueurs qui vraiment auraient vraiment pu s'imposer, hein. Il a mené 2-7-0 face à Agassi. Je crois qu'il y a un autre set où il mène 5-4 ou 15-30. Enfin, il est vraiment tout proche de gagner. Donc, il n'aura pas eu de ce titre à Roland, alors que ça a été un joueur de terre incroyable, hein. C'est 4 Masters 1000 de gagné. Il a été 4e mondial. Après, c'est vrai, ça a été quand même beaucoup un joueur monosurface qui a été quand même très très fort sur terre, même si il a fait quand même une finale à Bercy, à l'époque où Bercy se jouait encore sur Taraflex, qui était une surface très rapide. Donc il avait quand même réussi à atteindre une finale sur rapide. Mais on va dire, sur la majorité de sa carrière, c'est quand même un joueur qui a vraiment été très performant sur terre, et qui était un joueur qui avait, je trouve, beaucoup de talent, enfin en tout cas qui donnait une impression de facilité quand il jouait. D'accord. On en reparlera d'Andrei Medvedev, que moi j'ai mis un tout petit peu plus haut. Et qui est aujourd'hui évidemment moins connu que Daniil Medvedev. Non, moi ce que j'aimais bien sur l'Ukrainien, c'était son style, son allure. Voilà, Je trouve qu'il détonnait sur un cours, il faisait beaucoup plus vieux que son âge déjà. Enfin, c'était. Non, mais c'était un gars qui était assez relax sur le cours. C'était cette génération-là. Il y en a eu quelques-uns. Kuerten était un peu pareil. C'était des gars relax, quoi. Voilà, on avait l'impression que ils jouaient, ils étaient contents de jouer, ils s'amusaient, et que on pouvait être dans le dur et continuer à sourire, quoi. C'est voilà. vrai. D'ailleurs, je trouve que la poignée de main avec Agassi, alors qu'il sait qu'il vient de laisser
peut-être passer son unique chance, et d'ailleurs ça a été son unique chance de gagner un tournoi du Grand Chelem, bah là, il arrive quand même à avoir le sourire, quoi. Donc, ouais, un gars relax. Moi, mon 75e, c'est un joueur que tu as cité lors de la deuxième émission, c'est Kei Nishikori. Bon, on va pas revenir en longueur sur lui, mais voilà. J'aimerais juste souligner quand même qu'il a été top 10 pendant 3 ans, top 20 pendant 8 ans. Bon, voilà, donc le japonais, après une finale de Grand Chelem, où il bat quand même sur cette édition 2014 Djoko, Stan et Raonic pour perdre en finale contre Silic. Donc, sûrement beaucoup de regrets, j'imagine, pour le japonais qui a touché du doigt un titre si difficile à gagner durant cette ère du Big Three. Ouais, Cette médaille, surtout que tout le monde le donnait favori. il En était gros, favori, ouais. Il voilà, était on disait, favori, ah, ouais. bah, avec ce qu'il vient de faire là, il va Mm. pas perdre contre Silic. Mm. Et Eh bien, ben c'est si. pourtant, c'est pourtant ce qui est arrivé. Mm. Et contrairement à Silic, lui, contrairement à Nishikori, bah, derrière, il refera 2 finales quand même. C'est vrai. Il refera de finale. Le bronze au JO 2016 pour Nishikori en battant Nadal et mon fils. Donc c'est quand même pas mal. Ce qui m'a marqué surtout chez le japonais, c'est sa capacité à être bon sur toutes les surfaces. Il a fait des quarts de finale de Grand Chelem sur les 4 Grands Chelem. Il a eu des titres sur toutes les surfaces. Alors peut-être pas sur gazon, mais il faudrait que j'ai vérifié. Mais en tout cas, beaucoup de titres, 12 titres, 14 finales. Bon, voilà, il lui manque en fait un Beaucoup d'ATP 500, il a gagné. voilà, il lui manque en fait un grand titre. Il lui manque un Masters 1000. Il fait 4 finales en Masters 1000 et sur les 4 finales, il joue 2 fois de Nadal et 2 fois de Djoko. Il fait partie vraiment de ces joueurs victimes pour le coup de ce Big Three. Et la seule fois où il a réussi à en battre un en Grand Chelem, malheureusement, il n'a pas réussi à aller au bout. Il participe 4 fois au Masters de fin de saison, donc ce qui montre quand même une certaine régularité avec 2 demi-finales. Voilà, il fait 2 demi à l'US Open en battant notamment Murray en 2016. Bon, voilà, c'est un sentiment, comme on en avait parlé lors de la émission, un peu de, pas de gâchis, mais de. Bon, il n'a pas forcément accompli ce qu'il aurait pu accomplir, le japonais, Ouais, de blessures, beaucoup de à cause, blessures. à cause, à cause d'une fragilité Voilà, physique. un Ouais. gars fragile. 75 partout, on est à la moitié de l'émission. On fait juste une petite récap sur les noms que nous avons cités pour le moment. Voilà pour toi, Rod. Et puis on va enchaîner avec moi ensuite. Bon, des beaux noms, mais on est encore évidemment très très loin du top 50. On avance, Rod, avec ton 74e. Eh bien, mon 74e, pour moi, c'est vraiment un beau joueur, quoi. Voilà, qui a vraiment un beau tennis, qui pour moi n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire, en tout cas en termes de palmarès, même s'il a un Attention, attention, palmarès attention, parce que pour l'instant, tout ce que tu dis correspond à mon joueur. Alors bien attention. étoffé, et il s'appelle Tommy Haas. Tomias, énorme, énorme. Bon, ben voilà, on a notre 74e tous les deux. Ah, ça Ah, me je fait suis plaisir. content. Ah, ça fait plaisir. Voilà. La probabilité était assez infime, mais voilà. Vas-y, je te laisse la main. Alors, je me suis beaucoup posé la question si je ne l'avais pas mis trop haut, dans le sens où bon, il a pas de titre en Grand Chelem, il a même pas de finale. Non, il a même pas de Non, finale en Grand Chelem. non, mais Mais parmi bon, les non-finalistes de Grand Chelem, alors je regarde, alors c'est pas le plus haut. Il y en a encore 2 que j'ai mis plus haut qui n'ont pas fait de finale en Grand Chelem, mais j'étais obligé de le mettre quand même assez proche de la 70e place. Alors je te laisse la main, Rod, mais c'est effectivement un joueur non, mais d'abord parce qu'il a un difficile jeu de magnifique, pas l'apprécier. pour les gens qui l'ont pas vu jouer, très bon revers à une main, et il a fait voilà quand même 4 demi-finales de Grand Chelem. Il a été en quart aussi à peu près partout. Une médaille d'argent au JO à Sydney, Il bat et Federer et il perd qui en finale en 2000? Kafelnikov. Ah, exact. Merci. Voilà. Mais il va aussi faire une finale sur terre battue, ce qui montre qu'il était aussi joueur un peu toute surface, hein. Il perdra contre Agassi en finale à Rome. Euh, Ça, c'était en 2002. petit regret concernant quand même la Coupe Davis, parce que s'il a gagné 2 World Team Cup, hein, je ne sais pas si tu te rappelles de cette Et si, je épreuve me qui était rappelle. juste avant Roland Garros, qui était une épreuve beaucoup moins prestigieuse, malgré tout, qui était une épreuve par équipe, hein, également. Il n'a jamais vraiment brillé en Coupe Davis. Ils n'ont jamais réussi à s'entendre, notamment avec Nicolas Kiefer. Et pourtant, Dieu sait Ils qu'ils auraient avaient pu. Mm. une belle équipe, hein. D'ailleurs, en petite anecdote, on était allé avec l'équipe de France les jouer à Halle, tous les deux. Ils ne se parlaient pas, d'ailleurs. Ils s'entraînaient, ils mangeaient séparément.
Ah oui, alors qu'ils avaient c'est et difficile de gagner. Ouais. Kiefer venait de faire demi, je crois, à Melbourne. C'était évidemment encore très très bien classé. Et on leur avait mis 3-0, mais il y avait aucune osmose, il n'y avait aucune entente dans leur équipe. Voilà, ils ont jamais vraiment réussi à performer en Coupe Davis. Voilà, et notamment pour As, qui était quand même, voilà, encore une fois, je le dis, vraiment un joueur, un super joueur. Voilà. Numéro 2 mondial, c'est quand même pas rien. 15 titres, 13 finales. Moi, ce que j'ai noté, c'est un titre à Stuttgart en battant Hewitt, Edman. Ce qui est surtout. Je rappelle Stuttgart, qui était un Masters 1000 à Tout l'époque. à fait, tout à fait, tout à fait. Enfin, l'équivalent, en tout cas. L'équivalent. L'équivalent d'un Masters 1000, exactement. Non, moi, c'est ce qui lui a fait gagner aussi quelques places, c'est ce retour, cette sortie de retraite à 38 ans pour battre Federer à Stuttgart, justement, en 2017. Incroyable histoire. Donc, c'est forcément, ça compte aussi Ouais. pour l'anecdote. Ouais, C'est ouais. un joueur qui a été Non, repéré. mais toi, t'es un bisounours, toi. T'es un bisounours. Moi, je suis un bisounours. Et cette histoire de Federer à Stuttgart, ouais, C'est beau de revenir voilà. et de battre le plus grand joueur de l'histoire sur gazon. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a touché. Ça Non, m'a. mais tu as employé un mot de battre, tout ça. Bon, c'était. Bon, on va pas polémiquer là-dessus, mais enfin, c'était. Tomias, c'est le pote de Federer. Moi, Ah, t'y crois bon, pas beaucoup, toi? ouais. J'ai eu le sentiment à l'époque, bon, il était content D'offrir cette victoire il n'était à pas son mécontent que ça fasse une belle victoire pour Tomias. Bon, Ah ouais. Ah oui, on n'en dira pas plus. D'accord, donc t'as brisé mon côté bisounours. Ok, je dois avouer que là, je suis un peu perturbé maintenant. Repéré dès l'âge de 5 ans par Bollettieri. Donc, l'Allemand, en fait, ça a été un joueur très précoce qui a évidemment eu un talent incroyable et qui, je suis d'accord avec toi, n'a pas eu le palmarès correspondant à ce talent. Alors, j'ai une explication, tu vas me dire ce que tu en penses. Je trouve que c'était un. C'est peut-être dans la tête, je trouve qu'il se crispait dans les moments importants souvent. Il perdait un peu. Voilà, il avait une mauvaise gestion. On parle quand même du numéro des mondiales, mais une gestion un peu plus compliquée de ses émotions dans les moments importants. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport au match qu'il a disputé. À souvent, un moment où il aurait pu passer un petit cap, il se crispait et il passait à côté. Moi, je dirais qu'il a aussi été beaucoup blessé. Donc, il s'est arrêté quand même relativement souvent. Et que ouais, je trouve que si tu veux avoir une carrière avec beaucoup de longévité, de continuité, au plus haut niveau, c'est quand même compliqué hein, quand tu es blessé. Mais il a eu la C'est longévité, la hantise de tous mais les sportifs. Hein. il a eu pourtant Oui, la mais longévité, mais. il s'est arrêté, il est revenu. Hmm. Il a quand même été. Voilà, mais c'est presque. Ce que je trouve avec lui, c'est que on se dit ah bon, mais quand on pense à Tomias, on se dit mais qu'est-ce qu'il a gagné comme grand chelem? Ah mais il n'en a pas gagné. Bon alors comme finale, il en a fait. Qu'est-ce qu'il a Ouais, fait comme non. finale? Il n'a pas fait non plus de finale. Non, mais C'est attends, presque étonnant quoi. c'est étonnant parce qu'en plus, si on regarde tous ses parcours, il fait une demi à l'Open d'Australie en 99, sans battre forcément du grand monde, mais en 2002, il bat Federer quand même, alors qu'il arrivait certes sur le circuit, mais bon, c'est pas rien. En 2007, il bat Davydenko et Nalbandian, et il arrive en demi et il perd en demi. À Wimbledon en 2009, il bat Djokovic et Silic. Bon, enfin, il fait quand même des gros matchs pour arriver dans ces demi-finales, et puis arriver en Il demi, a failli briser le rêve de Federer aussi. Hein. c'est vrai, c'est Quand vrai. Federer gagne Roland Garros, en huitième, il mène 2-7-0 hein, C'est vrai qu'il a failli battre contre Federer. Roger à Roland. Bon, voilà. En tout cas, Et on l'a puis mis. attends, il y a un truc, hein, il y a un truc que peut-être tu sais pas. C'est un super pote de Schwarzenegger. Et C'est donc, important ça quand c'est même. quoi le rapport? C'est un plus quand même. C'est un plus pour le Attends, classement, c'est le pote d'accord. de Terminator. Non mais De attends. Governator, ouais. Ok. 74. Rod, tu m'inquiètes. Et on n'est qu'à la 74e place, tu m'inquiètes. On avance donc. 73e, je te laisse la main sur ton 73e. Alors non, je ne vais pas te laisser la main parce que moi, c'est un joueur que tu as déjà cité. C'est Fernando González, que j'ai mis donc à la 73e place. Toi, tu l'avais mis 84, donc je l'ai mis 10 places plus haut. Donc ancien 5e mondial, 11 titres sur le circuit, 11 finales. L'or au JO de 2004 en double avec Massou, tout ça on l'a dit. Il a aussi une médaille d'argent et une médaille de bronze en simple au JO. C'est quand même incroyable. Il fait une finale à Melbourne en 2007, mais alors en battant, je vais faire la liste, on n'en avait pas parlé la dernière fois, Tomias, justement, Nadal, James Blake, Lleyton Hewitt, Juan Martín del Potro. Enfin, il bat quand même du sacré monde pour arriver en finale. Il fait aussi une demi à Roland en 2009, donc ce qui prouve
qui était capable d'être aussi bon sur terre que sur dur. Et en 2009, il avait battu Murray pour arriver dans le dernier carré de Roland. Et il perd en 5-7 contre Soderling. Donc, il était quand même pas loin de cette finale aussi à Et, Roland. et je ne sais pas si tu te rappelles de ce match, mais autant te dire qu'on n'avait pas fait dans la dentelle. Ah bah, mais là, on avait deux énormes cogneurs. Entre Soderling et Gonzalez, hein, parce qu'au niveau de la deux frappe de énormes balle, cogneurs. Deux ça a énormes cogneurs. déménagé. Hein. Et d'ailleurs, c'était Voilà, donc pareil c'est vrai que quand on avait Gonzalez Del Potro aussi. Enfin là, on parle quand même de coups droits les plus puissants de ces 20 dernières années, il faut le dire. bah pour moi, Gonzalez, c'est le coup droit C'est le le plus plus puissant. puissant. Voilà, de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Voilà. Et quand Alors, les j'ai jeunes jamais de... été en face non plus. Hein. Voilà, mais quand tu regardes jouer, bon, il y avait quand même, ça envoyait du très lourd. En tout cas, c'était un gars qui était capable de te mettre un coup droit gagnant dans pratiquement toutes les positions et tous les endroits du cours. à plus de 180 km/h, ces coups droits. Donc, c'est quand même pas mal. Hein, on peut dire que c'est puissant. Et puis, il fait aussi 2 finales en Masters 1000 à Rome en 2007 et à Madrid en 2006 en battant Berdych et en battant Djokovic. Voilà, pour moi, Fernando González, il avait sa place. Alors, bon, on aurait pu le mettre un peu plus haut comme toi. Moi, c'est un petit coup de cœur pour ce joueur qui est un peu plus de ma génération. Il a vraiment joué au moment où je suivais le tennis de façon très assidue. Et c'est vrai qu'il m'a impressionné sur le court. Il m'impressionnait et on l'a souvent à tort catalogué comme uniquement un joueur de terre, ce qu'il n'était pas du tout. Ah non, bah, c'est Voilà. totalement faux. C'était un joueur complet. Il était même pour moi probablement meilleur sur dur. Hein. Même si c'est pas là où il a eu les meilleurs résultats. Ok, on avance donc avec ton 73e, Rod. Alors là, tu vas être content parce que pour la première fois, bah, je vais mettre un vainqueur, un gars qui a gagné un grand chelem. Voilà, que tu as déjà cité, c'est Brian Teacher. D'accord. Que moi Voilà, j'avais donc, mis on en a déjà. 86. On en a déjà Ouais, parlé, oui. Oui. voilà, parce que bah, toujours la même chose. Hein, moi, je mets la performance Grand Chelem quand même tout en haut, même si, comme tu l'as dit, c'était une époque en Australie. Et bien, les autres avaient qu'à y aller. Hein, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, l'histoire retient que Brian Teacher, il a gagné un Grand Chelem. Voilà. Donc, il a été 7e mondial. Donc voilà, c'est uniquement effectivement par rapport à cette performance Grand Chelem que je le mets à cette place-là. Voilà, Très bien. On va avancer, on va pas s'éterniser sur Teacher. On va pas non plus s'éterniser sur mon 72e qui est Andrei Medvedev, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Il a remporté Roland-Garros en junior en 91. Donc, il gagne Monte-Carlo, comme tu l'avais dit tout à l'heure, en 94 en battant Bruguera et Jim Courier, des références. Il gagne Hambourg 3 fois en battant Kafelnikov, Ivanisevic et Sampras, bon, pas forcément des spécialistes de la terre battue malgré tout. Lorsqu'il fait finale, et ça on l'a pas dit tout à l'heure à Roland. enfin, pas Cafel quand même, hein, pas Cafel, Non, parce que Cafel, je te rappelle Cafel, qu'il a oui, ça gagné va. Roland Garros quand même. Cafel, ça va, mais je parlais surtout pour Sampras, notamment, qui était numéro 1 à l'époque, mais bon, qui était pas, la terre battue n'était pas sa meilleure Bon, je te surface. remercie parce que j'ai perdu à Roland contre Sampras. Je te remercie de dire qu'il était nul sur terre. Ah, t'as aussi joué contre Sampras? Oh là là là, mon Dieu. Non, mais pas nul sur terre. C'est comme quand on dit que Nadal est pas bon en indoor. Bon, voilà, c'est pareil. On parle quand même de joueurs tellement forts que pas bon. C'est un peu moins bon que sur les autres surfaces. Mais évidemment que Sampras sur terre Okay. battue, c'était un honneur. Tu l'as mis combien de jeux à Sampras? Ah non, mais je l'ai joué à Miami, je l'avais battu à Miami et j'ai Non, mais, perdu à Roland. Tu vois. mais à Roland, tu l'as mis combien de jeux? Oh, j'avais perdu en 3 sets, je sais plus, 8, je crois, ou 9. Un truc du style 3 x 6-3 ou enfin, un truc Oh, comme ça ça, va. pas terrible quoi. Pas terrible, mais honorable. Bon. Ah, Bon, on va dire, à ma décharge, c'était les rares années où il a joué correctement. Voilà. Parce qu'il a fait quand même 2 quarts, une demi à peu près dans ces années-là. on en reparlera de Pete. Ouais. Enfin, peut-être Non, pas je ne l'ai pas d'ailleurs. mis, moi. Je ne l'ai pas Ouais, mis. peut-être pas, voilà. Je l'ai pas mis. Non, mais ce qui C'est mon carton jaune, c'est comme toi. Andrei Medvedev, surtout quand il fait sa finale à Roland contre Agassi, il faut rappeler qu'il était 100e mondial. Donc évidemment, c'était pas un classement en référence à son niveau. Évidemment, il valait bien mieux que ça, mais malgré tout, à l'instant T, il arrive à faire cette finale. Et je ne sais pas s'il y a un joueur aussi
il doit y en avoir très certainement, mais aussi mal classé, qui fait une finale de Grand Chelem, bon, c'est pas banal. C'est pas banal. Une demi Peut-être aussi. Verkerk, peut-être Peut-être. Verkerk qu'on n'a pas mis l'un et l'autre, hein, le Hollandais. On Il devait vérifiera. être dans ces classements-là, à mon avis. On vérifiera. On aura deux informations à donner lors de la prochaine émission. Euh, non, oui, la demi-finale en 93 aussi, à Roland-Garros pour Medvedev. Donc, bien avant, il était très jeune, où il perd contre Edberg. Donc voilà, c'est vrai que c'est un joueur, mais en tout cas qui m'a plu pour le coup. C'était vraiment au début, quand j'ai commencé à m'intéresser au tennis. Il est arrivé sur le circuit, donc je l'ai suivi. En fait, je l'ai suivi toute sa carrière. Et c'est un joueur que j'aimais vraiment, par son style, par son allure, par sa façon de jouer. Voilà, j'étais très content qu'il aille en finale de Roland Garros. J'aimais aussi beaucoup Agassi en face, donc cette finale, j'avais pas vraiment de coup de cœur. Peu importe le vainqueur, c'était beau. Mais en tout cas, voilà, le Medvedev méritait largement une place dans ce top 100, sans hésiter. On en est où, Rod? Je t'écoute. Alors, mon 72, bah, c'est un Australien, lui aussi qui a gagné un seul tournoi du Grand Chelem, et c'était en Australie, et c'est Mark Edmondson. Et il a aussi fait une demi à Wimbledon, 5 titres du Grand Chelem en double, donc c'était vraiment Quelle sa époque? spécialité. Quelle époque? Plutôt C'est année. fin des années 70, fin des années 70, Ça marche. essentiellement. Il a gagné aussi une Coupe Davis. Alors certes, que 6 titres, une place de 15e mondial, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le système de classement était aussi un peu différent de ce qu'on a Oui, oui, maintenant. oui. Donc, parce qu'aujourd'hui, un gars qui aura gagné un Il grand chelem, comptait, il comptait pas, il comptait pas forcément tous les tournois. On le sait d'ailleurs, ça a fait un très beau ouais, documentaire sur Netflix de, sur l'Argentin. oui, on en reparlera probablement dans une Guillermo émission Villas, un on peu en plus tard reparlera plus tard, de évidemment. Guillermo Villas. Ouais. Mais voilà, c'est pour dire qu'à cette époque-là, le classement n'était pas forcément une valeur référence par rapport au niveau des joueurs, puisque l'ATP ne faisait pas des classements toutes les semaines. Donc, on pouvait très bien gagner 3 tournois d'affilée sans forcément progresser au classement. Donc, bref, voilà, tout ça pour dire qu'effectivement. Voilà. Et puis c'est vrai, alors ça n'a rien à voir avec le tennis, mais moi, c'est vrai que c'est l'époque où je commençais encore une fois à regarder les matchs, tout ça. Et Edmondson, il jouait, il avait une moustache, je ne sais pas pourquoi, je me rappelais de ce joueur, ça m'impressionnait, ce joueur qui jouait avec sa moustache. Voilà, donc je trouve que un attaquant, évidemment, c'était un attaquant, et je trouvais bien voilà, qu'il soit à cette place-là. Il n'a pas eu un palmarès de dingue, mais encore une fois, voilà, l'Australie, certes, était quand même moins relevé qu'aujourd'hui, mais il a quand même fait aussi une demi à Wim. C'était pas non plus un joueur voilà, qui jouait entre 50 et 100 et qui tout d'un coup a gagné entre guillemets un challenger et puis rien d'autre. Voilà, il a aussi été capable à des moments de battre des bons joueurs et d'être parmi les meilleurs. Très bien. Écoute, on va arriver au dernier nom de cette série. Je vais te donner mon 71e, mais tu vas devoir le deviner, Ah, mon Rod. À ton tour de jouer maintenant. pyramide. À ton tour de jouer. Pyramide. Allez, Donc, 3 mots pour te le faire deviner. Si tu le trouves, donc tu vas essayer de le deviner déjà dès le premier mot pour offrir 3 abonnements. Si je te dis, normalement, on peut être gentil sur cette affaire. Si je te dis gentleman, Tim Henman. bravo, 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 bravo. 3 abonnements offerts par notre Rod. Effectivement, son surnom, c'était Gentleman Tim, le Britannique. Mon deuxième indice, allait être Gazon, et mon troisième, famille. Alors pourquoi Gazon? Parce qu'évidemment, le Britannique, qui était un grand joueur de gazon. Pourquoi famille? Parce que Quatre demi-finales à Wimbledon, non? 4 demi-finales Wimbledon, on va y revenir dans un C'est ça. instant. Pourquoi famille? Parce que sa mère a joué Wimbledon en junior, son arrière-grand-père a également joué Wimbledon, son grand-père ainsi que sa grand-mère. En fait, c'était une époque où évidemment le tennis, euh, pour son arrière-grand-père et son grand-père, c'était l'époque amateur, où en gros on pouvait disputer ces tournois-là en étant amateur, et donc quasiment toute sa famille a joué Wimbledon. Donc c'est un enfant né de cette balle, vraiment né du gazon et né de cette balle. 6 demi-finales en Grand Chelem. Sache, Rod, je ne sais pas si tu as l'info, que c'est un record. Aucun joueur n'a disputé 6 demi-finales de Grand Chelem sans parvenir en finale. Voilà. Aucun.
D'accord. Il y en a qui ont fait Non, mais 5. On a c'était vu. pas très dur pour moi parce que je connaissais déjà ce surnom. Et puis, encore une fois, tu me parles d'un joueur qui est de ma génération. Donc, c'est Très un bien. peu plus facile quand même. Pas de souci, pas de Voilà. souci. En tout cas, on est ravis d'offrir 3 abonnements Je suis ravi d'avoir pu répondre dès du la premier première coup. brique. Du premier coup, dès la première brique. Bravo, gentleman. En même temps, tout le monde n'aurait pas pu répondre, un gentleman. C'était pas évident. Voilà, donc 6 demi-finales. Évidemment, un joueur. Moi, enfin, j'aurais vraiment aimé le mettre beaucoup plus haut. Et je suis ravi que toi, tu le mettes plus haut parce que tu ne l'as pas encore cité. C'est un joueur pour qui j'ai vraiment un énorme coup de cœur. Eh ben, tu vas être triste parce que tu vas être triste parce que je l'ai pas mis. Voilà. Ah non, je suis triste. Eh ben, heureusement que je l'ai cité alors. Voilà. Comment t'as. Non, mais comment? Non, mais attends, non, mais Et après, ça vient me donner des leçons sur Crick et sur Teacher et on met pas Tinenman. Oh, Mais attends, oh là eh, là mais il là n'y a pas le là titre là là. suprême. Qu'est-ce Ah, que il n'y a tu veux que pas je le te titre dise? suprême, mais. Ça manque de titre suprême. Oh là 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 là, Rod, comment tu baises dans Il mon a un estime. Masters et il a un Masters à côté. Combien de Masters 1000 il a gagné? Aïe, aïe, aïe. On parle pas de ça, on parle de tennis, là. Ah, T'as aucune sensibilité. Je ne te parle même, bon, je ne te regarde même plus. c'est- Je sais même pas comment on va faire pour arriver jusqu'à 1, voilà. vu qu'on est à 71. Tu vas finir par me mettre un gars à 50e qui a fait un 8e en Grand Chelem en Australie en Non, 64. C'est non, non, ça? non, 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 vraiment, essaye pas de te rattraper, Rod. En 2001, il fait ce match incroyable contre Ivan Izevich en 5-7. Il joue aussi 2 matchs en 4-7 contre Sampras. Toutes ces défaites-là, que ce soit des défaites en demi-finale de Grand Chelem ou des défaites en demi-finale de Masters 1000, parce qu'effectivement, il n'a pas non plus de finale en Masters 1000, c'était que contre des numéros 1, 2 ou 3 mondiaux. Il n'a jamais eu d'ouverture, il n'a jamais eu de tableau facile, d'opportunité. À chaque fois, il est tombé contre l'un des 3 meilleurs joueurs du monde, sur en plus généralement leur meilleure surface, parce que quand on parle d'Ivanisevic et de Sampras à Wimbledon, bon, franchement, voilà, c'était très difficile et pourtant, il faisait plus que jeu égal avec eux. Moi, j'aimais bien quoi, son style de jeu, évidemment. Bon, tu vas m'en parler parce que cette génération, je vais te laisser parler juste après, mais voilà, service volé, c'est monter au filet, même en retour. Il a été l'un des premiers, en tout cas, à ne pas hésiter à monter au filet, parfois même sur les premières balles adverses, retour et hop, il montait. Voilà, c'était incroyable, quitte à se faire transpercer, mais c'était dans sa philosophie de jeu d'aller vers l'avant. Il, à Bercy, quand même, en 2003, bah, il bat Federer et il bat Roddick. Bon, voilà, je te laisse parler de ce joueur. Il remporte quand même Bercy, pardon, en 2003. Il a un titre en Masters 1000. Voilà, c'est ça qui a fait que, en battant Federer, en battant Roddick, c'est ça qui a fait que moi, je l'ai mis. Voilà, un titre en Masters 1000, 6 demi-finales. Bon, voilà, il fait 3 finales à Cincinnati. Et de toute façon, tu as bien fait parce que comme ça, on en parle. C'est vachement bien. Parce que Exactement. c'est d'abord un gars sympa, deux qui avait un très beau jeu. Moi, ce que je retiens, effectivement, c'était un super joueur de rapide. Mais il va quand même faire demi à Roland Garros en jouant un tennis d'attaque qu'on n'avait pas vu depuis Edberg. Exactement. Monter tout le temps au filet et arriver à, comme ça, à être dans le dernier carré. Voilà, c'était un super joueur avec pour moi un très, très beau revers couplé. C'était. À qui te faisait. J'ai en tête un joueur aujourd'hui qui a ce revers-là un petit peu. À qui te fait penser le revers d'Edman si on devait le transposer à un joueur un peu plus moderne? Un autre Britannique, Dan Evans, non, il n'a pas cette façon de casser le jeu aussi avec son Ah revers. ouais, ouais, ouais. Hein? Un Ah, petit ouais. peu? T'as raison, t'as raison. Un petit Pas peu. mal. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, c'était encore une fois un joueur avec pour ceux qui aiment ça, un jeu porté vers l'attaque, vers l'avant, Puis très venir beaucoup au sympathique. En tout cas, filet. ce surnom aussi lui va à merveille. C'était un joueur élégant sur le court, en dehors aussi, euh, et un gars plutôt sympa. Voilà. Voilà, en tout cas, je suis ravi de finir cet épisode avec Tim Henman et je vais te laisser la parole pour conclure avec ton dernier nom du jour, ton 71e, Rod. Alors, mon 71e, j'ai eu un peu de mal à le classer parce qu'en fait, comme il a été à cheval avant les Open et puis après au début, c'était pas facile parce qu'en fait, il a bien joué surtout un peu avant. Et puis, il a aussi après, en tant que coach, été très fort. Et c'est un Australien, c'est Tony Roche.
Alors Tony Roche, c'est vrai qu'on s'est arrêté à l'Air Open. Il a gagné Roland Garros en 66. Il a été à 3 années de suite en finale de Roland Garros. Mais bon, il a quand même un gros palmarès. Hein. Tony Roche, tu vois, en double surtout, il a gagné 8 grands chelems en double. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Et il a été derrière quand même sur l'Air Open. Il a aussi été 3 fois en finale à l'US Open et en Australie. Voilà, 5 Coupes Davis aussi gagnées. Il a fait partie de la grande époque hein, de la Coupe Davis. Alors là encore, hein, la plupart ont été gagnés avant l'Air Open, mais c'était quand même un monument du tennis australien de cette époque avec Lever, Rosewall, Newcombe, Emerson. Voilà, et Tony Roche, il a aussi une grosse carrière de coach. Il a eu 3 numéros 1 mondiaux. Je ne sais pas si tu sais ça. Il a coaché Rafter et Federer. Oui, Roger, bien sûr. Et Federer. Et il n'a pas coaché Hewitt aussi, voilà. Il a tenu Hewitt, mais il n'était peut-être pas numéro 1 à l'époque. Si, mais avec Hewitt, c'est le seul quasiment le seul joueur de carrière. Top. Voilà, avec qui il n'a pas trop gagné en fait. Mais avec les autres, il a, je sais pas, il doit avoir une quinzaine de tournois de Grand Chelem quand même en simple. Hein. Mais super joueur qui a été un des monuments du grand tennis australien. Bah merci Rod, j'en profite tout de suite donc pour rappeler, après 30 noms cités, notre classement de la 71e à la 100e place. Il y a des beaux noms quand même, il y a des beaux noms. Il en reste encore 70 à donner. Avec beaucoup de grands chelems. Ça va faire plaisir. Mais c'est vrai que j'ai été un peu dans le rétro hein, aujourd'hui. Hein. On est revenu beaucoup en arrière de mon côté, hein, je trouve. Moi, c'était la semaine dernière pour moi. Donc, ce sera plus moderne la prochaine fois. Et puis voilà pour mon top 100, avec donc mes 30 noms déjà cités, avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas fait de finale de Grand Chelem. Voilà, un peu plus que toi, mais c'est vrai que j'ai privilégié, on va dire, la sensibilité, voilà, le contexte. Non, mais toi, tu es un gars sensible, on le sait. Hein. Je suis un bisounours, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Ouais. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, on est ravis. On a fait gagner 4 abonnements d'un mois à Tennis Break News dans cette émission. On décernera les noms des vainqueurs lors de la prochaine émission. Merci Rod pour cette émission. Et merci à toi Greg et puis qui était très plaisante. Pressé d'être à la prochaine, mais on va dire ça à chaque fois, hein, parce que on va dire ça à chaque fois. Plus on va monter, plus on va être pressé. On a envie d'aller à l'émission suivante. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, également à nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, à mettre un peu les alertes, les notifications pour être mis au courant dès qu'on poste une nouvelle vidéo ou un nouvel article. Merci Rod pour ce 3e épisode. On se donne rendez-vous très vite pour notre classement de la 70e à la 61e place. Merci Rod. Ciao, ciao. Allez, à très vite. Ciao, ciao.